Bonsoir à tous. Bon, il est 23 heures passées, je pense qu'on va commencer. Alors, le thème était surprise. En toute transparence, c'est parce que j'étais trop à l'arrache et que j'avais pas encore choisi mon thème. Et donc, j'ai fait ma presse en venant. Alors, juste un petit tour de salle. Qui a fait des maths niveau licence? Levez la main. Qui a fait de la physique niveau licence? Qui allait plus loin que ça? Qui allait plus loin que ça? Ok. Alors voilà le thème. On n'en fait pas souvent, ça, on n'en parle pas beaucoup. On parle surtout de technologies actuelles ou de technologies qui sont déjà anciennes en fait et qui sont pleines de vulnes. Donc c'est bien de changer un petit peu de thème de temps en temps. J'avais un autre thème qui était la sécurité de GraphQL, parce que j'ai fait un tool en Python qui pwn du GraphQL un peu automatiquement comme SQLMap, mais j'ai pas eu le temps de le finir. J'ai pas eu le temps de faire surtout des slides pour vous montrer les attaques, donc on va faire ça. Alors, qui on est? Axiom, c'est une société que j'ai fondée, donc je suis le CTO. C'est une boîte qui va faire 1 an en avril prochain. Et je suis content d'être venu avec quasiment toute mon équipe. On fait du conseil, on fait de l'audit et on fait de l'ingénierie un petit peu système. Et aujourd'hui, le gros de notre business est d'accompagner les prestataires de cloud à se faire qualifier SecNumCloud. Moi, je suis auditeur qualifié SecNumCloud. Bon, il n'y en a pas beaucoup en France. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, SecNumCloud, c'est un référentiel de l'ANSSI qui est comme le PASI. PASI, vous avez dû entendre parler de ça. Qui permet de garantir la qualité et la sécurité des clouds, et depuis plus récemment, la souveraineté des clouds. C'est un mot qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui. Donc voilà, on fait aussi pas mal de dev interne, mais pour des outils qui pour l'instant nous aident à faire mieux nos missions, et dans le futur qu'on commercialisera. Alors, on va faire quelques notions préalables. Des ordis, ça marche avec quoi? Ça marche avec du silicium, ça marche surtout avec des transistors. Donc vous avez un gros transistor ici, je ne sais pas si on va voir mon pointeur. Ouais, là. Et en gros, vous allez souvent entendre parler de CMOS. Donc aujourd'hui, tous les ordis marchent avec du CMOS, sauf éventuellement des exceptions un peu exotiques. Alors il y a plusieurs types de CMOS. Full disclosure, encore une fois, j'ai utilisé des slides dans cette présentation où je m'étais étendu plus là-dessus. On ne va pas trop s'étendre sur les différents types de MOSFET, mais voilà, c'est juste pour vous dire, c'est du courant qui passe dans des transistors. Okay, et donc qui dit courant dit résistance. Okay, mais avant de parler de ça, on va parler un petit peu de pourquoi on fait du binaire. Alors, pourquoi on fait du binaire? Parce que c'est facile de calculer en binaire, okay, et qu'on peut représenter tous les nombres en fait, en les traduisant en binaire. Comment on fait ça? En fait, on se rend compte qu'un nombre, c'est juste une instantiation d'un polynôme. Alors, les polynômes, c'est quoi? Vous avez tous vu ça au moins au lycée. C'est les trucs genre x2 plus x plus 1. Okay, ça, en fait, les gens ne se rendent pas compte que c'est juste une généralisation des nombres. Pourquoi? Parce que quand vous écrivez un nombre, vous l'écrivez dans une base donnée. Naturellement, on écrit en base 10, okay, dans la vie de tous les jours. Quand on fait du binaire, on écrit en base 2. Quand on fait de l'octal, on écrit en base 8, l'hexadécimal en base 16. Bon, bref. En gros, vous pouvez juste remplacer la base par un x, on s'en fout, on ne dit pas dans quelle base on calcule, et en fait, là, vous retrouvez qu'un polynôme. Et en fait, si vous spécifiez la base, alors pour ceux qui ont fait des maths niveau licence, ils vont peut-être reconnaître ce genre de schéma un peu horrible. C'est ce qu'on appelle une factorisation de morphisme. En gros, ce que ça vous dit, c'est qu'on peut prendre n'importe quel nombre et le représenter en binaire, du moment qu'on instancie le x là par un 2. Okay, et ensuite, dans la cryptographie, on utilise ce qu'on appelle des corps finis. Donc on va calculer, par exemple pour AES, je pense que tout le monde a entendu parler de F256. On calcule en fait dans un corps de nombre qui contient 256 nombres. Sauf que ce corps-là, on peut le fabriquer de plein de façons. Donc pareil, cette slide, je l'ai réutilisée. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, sinon je vais perdre tout le monde, je pense. Parce que c'est de l'algèbre de Galois. Mais en gros, tout ça pour dire que modulo donc, le choix d'une base, et en général c'est du binaire, un CPU, ça ne fait pas tellement de trucs compliqués en vrai. Hein. Un CPU, ça fait des maths. Okay, et ensuite, modulo des encodages, par exemple pour représenter des caractères, comme l'encodage ASCII, tout le monde connaît, on peut représenter des types de données plus ou moins compliqués. Mais à la base, c'est que des additions, des multiplications et des shifts de bits, okay, qui représentent en fait des multiplications par 2, ou des divisions par 2. Et alors, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi on calcule en binaire et pas, je sais pas, en ternaire ou n'importe quelle autre base? Eh bien, c'est simple, c'est que ça bouffe moins d'énergie. Qui dit bouffe moins d'énergie, ça veut dire aussi ça dissipe moins d'énergie. Parce que, comme je disais au tout début, les ordinateurs, ça fait que du silicium. Le silicium, ce n'est pas exactement un bon conducteur, c'est un semi-conducteur.
Et du coup, dans tous les calculs qui sont faits, on va dissiper de l'énergie par l'effet Joule. Okay, et quand on calcule en binaire, en fait, c'est la base qui nous permet de dissiper le moins d'énergie. Parce que plus on dissipe de l'énergie, plus on a des problèmes à concevoir des circuits miniaturisés, parce que ça chauffe, parce que les temps de trajet des circuits ne sont pas les mêmes, etc., etc. Et puis on a des gros problèmes ensuite d'optimisation d'espace. Là, je vous ai mis une photo, je ne me rappelle même plus quel CPU c'est, ça doit être un Pentium. Comme vous pouvez le voir, l'urbanisation d'un Pentium, c'est un vrai problème. Parce que au-delà des temps de trajet et des temps d'accès aux données, il y a aussi la chaleur qui est émise par différentes parties du CPU. D'ailleurs, ça donne lieu à plein de types d'attaques qu'on appelle les side channel attacks, si vous avez entendu parler de ça. Ok, super. Non, mais je disais super parce que j'ai eu beaucoup de oui, je ne m'attendais pas à autant de oui. Ok, ensuite, on va parler un petit peu de théorie de la complexité et de la calculabilité. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Levez les mains qui ont entendu parler de complexité? Ok. Non, non, non. La complexité algorithmique, c'est en gros, si quelqu'un veut définir, vous pouvez. Quelqu'un veut définir ce que c'est que la complexité? C'est la complexité d'un algorithme, c'est le nombre d'opérations qu'on va effectuer Ouais. dans un algorithme. Donc 2 boucles for, ça va donner une notation grand O de n carré. À peu près. Oui. Ouais, non, c'est ça, effectivement. Et donc, en gros, ça vous dit combien d'opérations vous faites, et surtout, plus intéressant, à quel point le nombre d'opérations grandit en fonction de la taille des paramètres entrants. Donc, par exemple, si on prend la multiplication de deux nombres avec l'algorithme naïf, où je fais la multiplication comme quand on était au primaire, et ça prend n carré opérations si les deux nombres que vous multipliez sont à peu près de taille n. Okay, on a plein d'autres algorithmes qui optimisent ça, mais l'algorithme naïf, c'est ça, c'est n au carré. Okay, et donc, on parle d'algorithme à complexité exponentielle si le nombre d'opérations qu'on doit faire pour résoudre le problème qu'on essaie de résoudre avec l'algorithme grandit de manière exponentielle par rapport à la taille des entrées. Alors, c'est important de parler de ça parce que, long story short, toute la cryptographie classique aujourd'hui, elle est basée sur ça. Elle est basée sur le fait que pour déchiffrer un truc, si on n'a pas la clé, on a un nombre d'opérations qui est exponentiel. Et à nouveau, c'est assez caricatural ce que je raconte, mais ça parle à tout le monde, je pense. Donc le bonhomme qui a inventé les algorithmes, non, c'est pas Gigachad, hein, c'est un autre bonhomme, c'est El-Khawarizmi, si vous voulez prononcer en arabe. Et donc, en gros, ce qui est bien avec les algorithmes, c'est que y a... promis, je n'ai pas bougé. Hein. Ah, ok, voilà. C'est bon, c'est revenu. Ah. Même pas trop quand on s'amuse avec. Tu crois que c'est tout? Ok, super. Donc, pourquoi on parle d'algorithme? Mince. Il faut vraiment que je touche plus le pupitre. Là, t'as plus de lumière, là, non? Alors. Ouais, c'est le silicone qui surchauffe. Là. Attends. Tu crois que ça vient de chez moi? Ça n'a pas l'air, hein? Dans le doute, tu n'aurais pas une autre prise USB-C? Non, parce que c'est vous qui me l'avez fourni, celle-là. Moi, j'ai pas. Ah, attends. Ah, c'est bon. On touche plus. J'essaie de cliquer sans trop bouger. C'est bon? Je touche plus au pupitre, je vous promets. Bon, après cette petite pause, on reprend. Du coup, pourquoi je parle d'algorithme? Parce qu'en fait, il y a un isomorphisme qui permet de dire que tout algorithme en fait correspond. On peut construire une machine de Turing pour le représenter. Okay, tout le monde connaît ce que c'est qu'une machine de Turing? Oui. C'est juste un modèle d'ordinateur abstrait. Et c'est un modèle qui est universel parce qu'il permet de représenter l'exécution de n'importe quel algorithme. Et il se trouve que ça permet de représenter l'exécution de n'importe quel algorithme sur un ordinateur classique, mais il y a aussi un autre modèle pour les ordinateurs quantiques qui sont fondamentalement différents, qui est la machine de Turing quantique. Aussi, je vous fais long story short, il y a une équivalence entre les machines de Turing classiques et les machines de Turing quantiques. Ça veut dire qu'on peut simuler avec un ordinateur classique ce que fait un ordinateur quantique. C'est juste qu'il y a un trade-off en temps et en espace qui fait qu'on bouffe énormément plus de RAM pour simuler un ordinateur quantique avec un ordinateur classique.
Parce que, en fait, j'ai pas ça dans cette présentation parce que sinon ça aurait été trop long, mais un qubit, en fait, ça peut prendre plusieurs valeurs 1 ou 0 en même temps. Okay, et donc, si on veut représenter tous les états possibles d'un système de qubits, bon, bah, il faut une quantité d'espace énorme parce qu'il faut écrire toute la table de tous les états possibles. Okay, si vous prenez une paire de bits, bon, bah, ça fait 4 états possibles. Okay, si vous en prenez 3, bon, ça fait 8 états possibles. Et ensuite, si vous en prenez n, ça fait 2 puissance n états possibles. Donc en fait, finalement, à chaque fois que vous voulez simuler un qubit de plus, eh ben, il faut doubler la taille de RAM que vous utilisez. Donc bah, ça explose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les simulateurs en ligne, je crois qu'il y a IBM qui a mis un simulateur en ligne, ne permet pas de représenter bien plus que 5 qubits, parce que déjà, ça bouffe beaucoup de RAM. Okay, et puis du coup, comme c'est en ligne et gratuit, bah, ils n'ont pas des ressources infinies. Alors, passer ma petite animation. Donc il y a la fameuse notation Garanto, effectivement, qui est là pour représenter à peu près comment croît le nombre d'opérations qu'on doit faire pour résoudre un algorithme par rapport à la taille des entrées. Et aujourd'hui, si on prend le problème de la factorisation des nombres, c'est le problème sur lequel est basé le cryptosystème RSA, et ben, le meilleur algorithme qu'on a, c'est le GNFS, General Number Field Sieve, ou un truc comme ça, je crois, c'est ça. Et vous voyez que la complexité, même si elle est un peu chiadée, bon, bah, en fait, elle reste exponentielle. Donc on n'arrive pas à faire de bonnes performances pour factoriser des nombres, et jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui garantit la sécurité des cryptosystèmes. Je vous fais aussi une anticipation sur une prochaine slide. On n'a aucune preuve de ça. On n'a aucune preuve de savoir s'il existe ou il n'existe pas un algorithme efficace. Efficace, ça veut dire qui calcule en temps polynomial, okay, donc qui croît de manière linéaire, on va dire à peu près, un raccourci à peu près linéaire avec la taille des entrées. C'est-à-dire si je double la taille des nombres que j'ai multipliés initialement pour calculer mon nombre composé, eh ben, je ne fais que doubler le temps. Je ne multiplie pas le temps exponentiellement pour calculer la factorisation. Jusque-là, est-ce que j'ai perdu beaucoup de gens dans la presse? Non, ça va? Cool. Alors, pour représenter les différentes classes de problèmes, il y a des noms barbares. NP complet, NP dur, PNP. Donc, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est le P qui est là. C'est la classe des algorithmes qui sont polynomiaux, ce que je viens de dire. Et aujourd'hui, on ne sait pas dire si P égale NP. C'est-à-dire si on est capable de prouver que la classe des problèmes qu'on peut résoudre avec un algorithme polynomial qu'on sait trouver et coïncide avec la classe des problèmes qui sont NP complets. Si on a ça, alors on sait qu'on a espoir de trouver un algorithme qui va factoriser RSA sur un ordinateur classique avec un nombre d'opérations qui est raisonnable. Aujourd'hui, on ne sait pas répondre à ce problème-là. C'est un des problèmes de Hilbert, et celui qui résout ça, il a 1 million d'euros. Okay, donc bon courage. Et donc voilà, vous avez différentes classes de complexité. On ne va pas trop s'attarder là-dessus. Ouais, j'avais fait une petite illustration, mais bon voilà. Bon, après, vous avez des catégories de classes de complexité qui sont plutôt de la complexité en espace. Hein. Comme je vous disais, il y a des trade-offs qu'on peut faire. On peut gagner du temps en prenant plus d'espace, ce genre de choses. Donc vous avez des classes comme PSpace. Enfin voilà, c'est juste pour au cas où vous vous demandez ce que c'est que PSpace. On va faire un peu de physique. Alors, je peux pas aboutir à ce que je vais vous présenter à la fin de cette presse, qui est vraiment utile, si je ne vous parle pas un petit peu de ces principes-là. On ne va pas parler de tous les principes parce que de toute façon, on n'aura pas le temps. Mais du coup, il y a besoin de savoir 2-3 trucs. Donc je vous les ai mis là pour que vous puissiez rechercher par la suite. Et vous verrez que dans ma presse, comme je n'ai pas eu beaucoup de temps, bon, bah, j'ai carrément pompé des illustrations sur Internet, j'ai trouvé bien. J'ai essayé de mettre les références à chaque fois. Alors juste, combien de gens connaissent au moins un principe qui est là? Combien de gens connaissent 3 principes? Combien de gens les connaissent tous? Quand je dis les connaissent, sont capables d'expliquer ce que c'est? Ok. Bon, alors on va commencer par la dualité onde-corpuscule. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a de l'animation, ce n'était pas prévu. Ah si, je me rappelle. Attends. Ok, bon. Alors, la dualité onde-corpuscule, c'est simplement pour vous dire que ce n'est pas un truc qui se manifeste à l'échelle macroscopique. Okay, aujourd'hui, personne n'a eu l'expérience bizarre de passer par une porte et un coup sur deux, il se prend la porte dans la figure, alors que la porte était ouverte. Non. Donc il n'y a pas de phénomène bizarre comme ça, mais il se trouve qu'à l'échelle quantique, il y a ce genre de truc qui se passe. Et quand on dit à l'échelle quantique, je voudrais juste démystifier un truc que j'ai entendu souvent. Quand on parle d'échelle quantique, ce n'est pas parce qu'on parle de trucs nanoscopiques que forcément c'est quantique. Et on peut inversement avoir des systèmes macroscopiques qui ont des comportements quantiques. Alors, j'en parle pas en détail ici, mais vous irez regarder ce que c'est qu'un condensat de Bose-Einstein. Bose, c'est le mec qui fait
le mec dont on a arrêté le nom pour les marques d'écouteurs ou d'enceintes, et Einstein, tout le monde le connaît. Et vous verrez qu'on peut avoir des comportements quantiques, donc de la superposition d'états par exemple, à une échelle macroscopique. Okay. En fait, la vraie limite qui fait qu'un système n'est plus quantique, c'est la complexité en fait, de ce système. C'est le nombre d'interactions qu'il y a entre les parties qui le composent. Okay. Donc vous pouvez avoir, quand il y a une particule isolée, c'est facile d'avoir un comportement quantique sur cette particule. Quand vous mettez beaucoup de particules entre elles, elles vont s'interchoquer, elles vont échanger de la chaleur, éventuellement du rayonnement, etc. Et ça, au bout d'un moment, bon, bah, ça fait qu'il y a trop de corrélations entre leurs comportements et il n'y a plus un état quantique. Bon. Sur cette slide, vous avez ici ces équations. Quelqu'un peut me dire ces équations de qui? Maxwell, oui. Alors, dans l'histoire, au début, on pensait avec l'atomistique des Grecs que en fait, la matière s'était composée de corpuscules, donc atomes, ça venait de là. C'est-à-dire que la matière est composée de particules qu'on ne peut plus diviser. Quand est arrivé Maxwell, en fait, il a montré qu'il pouvait expliquer la plupart des phénomènes avec ces 4 équations, et qu'en fait, la plupart des choses avaient un comportement ondulaire. Alors là, ça commençait à poser problème. On se disait, bon, attends, c'est une particule ou une onde? Et en fait, la réponse, c'est que c'est les deux. Et c'est Einstein qui a résolu ça, avec le prix Nobel qu'il a eu sur ce qui était à l'époque un paradoxe, l'effet photoélectrique. Pardon. En gros, l'effet photoélectrique, c'est vous bombardez une plaque de métal avec un rayonnement, donc avec des photons, et à un moment donné, si vous mettez la bonne énergie et la bonne fréquence, en fait, ça arrache des photons, des électrons de la plaque, en fait. Et donc ça crée une différence de potentiel, et ça crée un courant dans la plaque. Et on n'arrivait pas à expliquer ça avec juste un comportement ondulatoire, parce que l'onde, bon, bah, elle fait que passer à travers, quoi, entre guillemets, où son énergie est absorbée. On ne savait pas expliquer pourquoi ça délogeait des électrons qui, eux, étaient compris comme des corpuscules. Et donc c'est en expliquant ça que Einstein a eu son prix Nobel. Et donc au final, comment on essaye de voir ce comportement qui est dual? On le voit avec une expérience qui s'appelle l'expérience des fentes de Young. Donc, je pense que tout le monde a vu ça une fois dans sa vie. Et en gros, ce qui est vraiment intéressant, je ne vais pas vous la refaire, parce que je pense qu'on va devoir accélérer, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette expérience-là, autant on la voit bien avec des ondes, en tout cas si on comprend la lumière ou le son, ça marche aussi pour le son, avec des ondes, autant, en fait, on s'est rendu compte que ça marche aussi pour des corpuscules. C'est ça qui est bizarre. Donc il y a un bonhomme français qui a eu le prix Nobel récemment, qui s'appelle Alain Aspect, qui a fait une expérience dans les années 80, et il a réussi à faire un système qui est capable, où on est sûr qu'il envoie un électron à la fois. On est sûr et certain qu'il envoie un électron à la fois. Donc vous pourrez regarder sur YouTube comment il explique comment il a fait ça. Mais du coup, il envoie son électron à travers les deux fentes. Et donc, si on le comprend comme un corpuscule, il est obligé de passer par une ou l'autre des fentes. D'accord? Et donc, il a fait l'expérience en tirant des électrons, pardon, et en les faisant atterrir sur un écran qui permettait de voir leur passage à travers les fentes. Donc ça, c'est le résultat. Et donc, sur les premiers tirs, on voit que on a bien l'impression que l'électron est passé par une fente ou par l'autre. Et en fait, au bout d'un moment, si vous le faites beaucoup, bon là, ça reste à peu près la même chose, c'est aléatoire, donc on se dit c'est passé par l'une ou l'autre fente. Et en fait, si on continue à le faire, eh ben, on commence à avoir des patterns d'interférence. Alors que c'est des expériences, c'est juste la somme de milliers d'expériences où il a lancé un électron à chaque fois. Et ben, malgré ça, on se rend compte qu'il y a des endroits où il y a moins d'électrons que d'autres. Et donc, ça veut dire qu'il y a des endroits où l'électron il est passé en même temps dans les deux fentes. Donc ça, c'est quand même spectaculaire comme résultat. Et donc ça permet d'être sûr qu'une particule a bien le double comportement corpuscule et onde. Alors pourquoi je vous bassine avec ça? Vous allez comprendre bientôt. Là, on va passer à un autre principe. C'est le principe d'incertitude d'Eisenberg. En gros, ça vous dit qu'on ne peut pas savoir avec une précision infinie, simultanément, la position et le moment. Alors le moment, c'est la même chose que la vitesse. Un moment, c'est la masse fois la vitesse d'une particule. Et donc, en fait, ça, c'est lié à... attendez, j'ai une super analogie que j'ai oublié de vous dire. Pour les fentes de Young, en gros, imaginez un serpent. Si vous considérez le serpent comme un truc solide, eh ben, il ne peut pas passer par les deux fentes en même temps. Okay. Maintenant, imaginez que les fentes tournent, que la plaque avec les deux fentes tourne. Si le serpent ondule bien à la bonne fréquence, il peut passer par l'une et par l'autre en même temps. Vous voyez? C'est une façon d'imager. J'ai oublié de la dire au bon moment, je vous la dis quand même parce que j'étais assez content de mon analogie. Et donc, comment on peut constater ça? Je vais vous donner une autre analogie. Si vous avez tous joué avec un piano, si vous appuyez sur une des touches du piano, de manière très courte, ça fait un son, mais
vous aurez du mal, même si vous avez l'oreille absolue, à dire c'est quelle note. Okay, si par contre vous avez un synthé qui permet d'appuyer longtemps sur la note et d'entendre longtemps la note, c'est beaucoup plus facile d'analyser sa fréquence en fait. Donc en fait, il y a cette différence qu'on peut en fait caractériser avec la transformée de Fourier, qui fait que en fait, si vous avez un signal qui est étalé dans le temps, ben, vous aurez une meilleure caractérisation de sa fréquence. Si c'est une harmonique et qu'il n'y a qu'une seule fréquence, ben, on pourra voir beaucoup mieux sa fréquence. Et si par contre ce signal est court en termes de durée, ben, vous aurez beaucoup plus de mal à savoir sa fréquence. Donc en fait, il y a une analogie en fait, entre le fait de ne pas pouvoir savoir la position et la vitesse ou le moment d'une particule simultanément avec une précision infinie, avec cette histoire de, en fait, de durée d'une note et de savoir sa fréquence. Je passe rapidement encore sur un autre principe, qui est l'équation de Schrödinger. Tout le monde la connaît. Okay. Bon, alors l'équation de Schrödinger, en gros, ce qui est intéressant, c'est surtout de parler des solutions de l'équation de Schrödinger. Ce qui est intéressant avec les solutions de l'équation de Schrödinger, vous n'avez pas besoin de comprendre toutes les maths qu'il y a derrière, mais il faut juste savoir que ce truc-là, ce qu'on appelle une notation ket, c'est une fonction, okay, mais c'est la variable dans mon équation. Vous pouvez remplacer ça par un x, hein, ça fait h fois x égale i h bar dx sur dt. Okay. Et ben, en fait, les solutions de cette équation, il se trouve qu'on peut les additionner, et en fait, le résultat, c'est aussi une solution. Ça, c'est un comportement qui n'est pas le comportement de toutes les solutions, de toutes les équations possibles. Et donc, en fait, pour généraliser, n'importe quelle combinaison linéaire des solutions de l'équation de Schrödinger sont aussi une solution de l'équation. Okay. Donc, ce qu'on dit, c'est que chaque solution prise toute seule, on appelle ça un état quantique, parce que l'équation de Schrödinger décrit l'état quantique d'un système quantique, en l'occurrence. Et il se trouve que si on prend chacune de ces solutions, chacun de ces états, et qu'on les superpose, superposer, ça veut dire juste faire une combinaison linéaire. Donc, si on a un état A qui est une solution, un état B qui est une autre solution, eh bien, XA plus YB, c'est une combinaison linéaire, c'est aussi une solution. Qui sait ce que c'est qu'un espace vectoriel ici? Ok, bon, bah, en fait, les solutions forment un espace vectoriel. Okay. Alors, en fait, c'est de là que vient l'histoire de superposition. Okay, c'est ça le truc. Et comme vous pouvez le voir, en fait, c'est comme si vous aviez deux vecteurs. Vous avez un vecteur comme ça, un vecteur comme ça. Et bien, le vecteur qui est là, qui est la somme des deux avec la relation de Chasles, c'est aussi une solution. Mais c'est un vecteur en soi. Okay, il est sa propre entité. Même s'il est composé, on peut le décomposer comme la somme des deux. Donc un état quantique superposé, c'est un état en soi. C'est pour ça que je vous le présente de manière un peu plus compliquée que le truc bidon, on vous dit le chat de Schrödinger. On dit oui, il est dans un état mort et vivant, sauf qu'on ne sait pas trop ce que c'est que l'état mort-vivant, sauf si on est fan de zombies. Et ben, l'état zombie, c'est un vrai état, quoi, du coup. Okay, et on va voir par la suite pourquoi on raconte ça. Alors, j'avais parlé un petit peu de trucs compliqués ici, je pense que je vais zapper parce qu'il n'y a plus trop le temps. Mais en gros, c'est simplement pour vous dire que si vous regardez une onde électromagnétique, tout le monde est familier un peu avec ça. C'est une onde qui a en fait une composante de champ magnétique et une composante de champ électrique, et qui ondule. Donc les deux ondulent. Et si vous regardez juste le truc dans le plan vertical ici, les flèches bleues, en fait, ça ressemble à une espèce de cosinus, là. Hop. Et si vous regardez les trucs jaunes qui sont dans le plan horizontal, ça ressemble aussi à un autre cosinus, mais juste orthogonal. Okay. Alors, vous avez fait ça au lycée aussi. Représenter des fonctions cosinus, on peut aussi les représenter en polaire avec une notation exponentielle. C'est juste ça. Okay. C'est pour ça qu'en fait, il y a des nombres complexes. C'est pour ça que vous allez entendre parler de nombres complexes, d'espaces de Hilbert, etc. Les espaces de Hilbert, c'est juste des espaces vectoriels avec des nombres complexes, comme scalaires. Alors, ça aussi, je vais passer, parce que c'est beaucoup trop compliqué, j'étais beaucoup trop ambitieux. Mais en gros, l'amplitude, les coefficients que vous avez là, de votre état superposé, c'est la même chose que tout à l'heure. Hein, ça, si vous prenez la lumière, si on prend juste une application, la lumière, elle peut être polarisée. Vous le savez ça, parce que quand vous achetez des lunettes de soleil polarisées et que vous allez à l'aéroport, moi ça m'est arrivé, vous voyez plus les affichages des écrans qui annoncent les décollages d'avion, parce qu'en fait, ils sont mal polarisés par rapport à ce que polarisent vos lunettes. Moi, je me suis retrouvé à l'aéroport à me dire, merde, il y a une panne générale, personne ne s'en rend compte, c'est juste que j'avais des lunettes polarisantes. Et en fait, ce truc-là, c'est que le filtre polarisateur, il empêche la lumière qui est mal polarisée de passer. Okay, et donc, on peut imaginer que la lumière elle est soit polarisée horizontalement, soit polarisée verticalement. C'est deux états, okay, de l'onde, de la lumière.
on peut avoir de la lumière qui est polarisée dans un mélange de ces deux polarisations. Okay, et donc, en fait, c'est un état superposé. Et donc là, le H, le ket H ici et le ket V, c'est juste deux états de polarisation. Et la lumière, en général, elle est dans un état superposé avec des valeurs ici entre 0 non pas entre 0 et 1, c'est plutôt des nombres complexes dans cet état-là, mais en gros, c'est un mélange. Bref, j'avance. Oups. Je suis obligé de vous expliquer ça, donc je pense que je vais un peu dépasser de 5 minutes. Mais en gros, il se trouve que, vu que l'énergie en fait, de la lumière, elle est proportionnelle à sa fréquence, et qu'il y a un bonhomme qui s'appelle de Broglie, qui était un autre des principes que je voulais vous présenter, qui a dit que ça, c'était quantifié, Planck, de Broglie, etc. Il se trouve que si vous êtes dans un état superposé qui est par exemple moitié d'un état et moitié de l'autre, vous avez la moitié de l'énergie qui est dans un état, l'autre moitié qui est dans l'autre. Si vous le faites passer par un filtre polarisateur, eh ben, il va bloquer la moitié de l'énergie. C'est ça qu'on se dit. Et en fait, on se dit, intuitivement, il y a juste la moitié qui va passer. En fait, non. On ne peut pas avoir des fractions. C'est soit toute l'onde va être bloquée par le filtre, soit toute l'onde va passer. Mais le truc encore plus bizarre, c'est qu'on se rend compte que si on fait ça plusieurs fois, en fait, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Et ça passe ou ça passe pas avec une probabilité qui est exactement en fait, le carré de ces nombres-là. Donc si vous avez un état de polarisation où vous avez par exemple la moitié qui est verticale et la moitié qui est horizontale, eh ben, un coup sur deux, ça passera le filtre si votre filtre il laisse passer que la lumière polarisée verticalement. J'avance. La crypto quantique par rapport à la crypto classique, qu'est-ce que ça a de différent? Bon, la crypto classique, comme je vous ai dit, c'est basé sur des problèmes dont on ne sait pas si on peut les résoudre ou pas efficacement. RSA, El-Gamal, etc. La crypto quantique, non, c'est basé sur autre chose. C'est basé sur des phénomènes physiques qui sont liés à des lois physiques et donc qui sont inviolables. Si on arrive à construire un cryptosystème sur la base d'un phénomène physique, c'est pas la même chose que si on construit un cryptosystème sur la base d'un problème mathématique dont on n'est pas sûr qu'on peut le résoudre efficacement. Okay, là, c'est juste inviolable parce que si vous arrivez à casser le cryptosystème, c'est-à-dire que vous avez violé une loi de la physique, alors là, vous avez gagné, vous êtes millionnaire parce que vous pouvez voyager plus vite que la lumière, ce que vous voulez. Okay, vous pouvez vous téléporter, tout ce qu'on peut imaginer. J'avais mis une petite illustration en haut. Tout le monde sait ce que c'est que le code de Vernam, le one-time pad? Quelqu'un a entendu parler de ça? En gros, c'est le seul cryptosystème classique dont on est sûr qu'il est parfait, qu'il est inviolable, modulo certaines hypothèses. Mais en gros, c'est pas compliqué. Vous prenez un plain text, vous générez une clé qui est de la même taille que le plain text, mais complètement aléatoire, avec un TRNG, un générateur de nombres aléatoires vrai, et vous xorez, et vous obtenez un ciphertext du coup, qui va hériter du caractère complètement aléatoire de votre clé, générée aléatoirement. Vous envoyez ça, si vous n'avez pas la clé qui fait la même taille que le message, vous ne pourrez jamais le déchiffrer. Okay, c'est un truc qui est lié à la théorie de l'information de Shannon, vous pouvez aller le chercher. Sur mon LinkedIn, j'ai écrit une preuve de ça. Alors, vous verrez pourquoi c'est important par la suite. Tout le monde reconnaît ça? Ouais, combien de gens savent ce que c'est que Diffie-Hellman? Ah, ok, super. Super. En gros, je ne vais pas vous expliquer Diffie-Hellman, je vous rassure, on ne va pas faire ça ce soir. Mais en gros, tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est basé sur un problème mathématique qui s'appelle le problème du logarithme discret. Et comme pour RSA, on n'est pas sûr si c'est vraiment impossible de le résoudre avec un algorithme efficace ou si on ne l'a juste pas trouvé. Donc on espère. Jusqu'au jour où quelqu'un va le trouver. Peut-être que quelqu'un l'a trouvé à la NSA, on n'est pas au courant, ou chez les Chinois. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire mieux? D'abord, à quoi ça sert, Diffie-Hellman? Quelqu'un peut me dire? Je ne l'ai pas écrit exprès. Enfin, si, c'est écrit en dessous. Oui, ça sert à échanger des clés. Pourquoi? Parce que la cryptographie asymétrique, à clé publique aussi, ça s'appelle comme ça, n'est pas très efficace pour chiffrer des flux. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la cryptographie asymétrique juste pour échanger une clé symétrique et ensuite on chiffre le flux. Quand vous faites du TLS, il y a d'abord une étape de Diffie-Hellman pour échanger une clé de session et ensuite c'est chiffré en AES. Okay, c'est pour ça qu'il y a des cyphersuits avec du Diffie-Hellman, de l'AES, etc. Ou autre chose d'ailleurs. Ça, je l'ai dit. L'autre problème avec la crypto classique à clé publique, c'est que n'importe qui peut dire que la clé publique, ça lui appartient. C'est pour ça qu'on est obligé de mettre des PKI par-dessus, de mettre des certificats, etc. C'est ultra lourd. Et la raison pour laquelle on utilise la cryptographie asymétrique, quelqu'un peut me dire? Pourquoi on ne peut pas faire de la crypto symétrique partout? C'est trop lourd, ça consomme trop d'énergie. Non. Pourquoi tu ne peux pas faire de la symétrique partout? Pardon, de la crypto symétrique partout?
Ouais, tu dois échanger une clé symétrique avec toutes les personnes avec qui tu veux communiquer. Alors, si tu t'appelles Amazon et que tu veux sécuriser l'achat de toutes les personnes sur la Terre qui veulent consulter ton site, il faut avoir rencontré toutes ces personnes-là. C'est juste pas possible. C'est pour ça que la crypto asymétrique existe et qu'elle résout ce problème. Modulo le fait qu'on vérifie le certificat qui dit que la clé publique appartient bien à Amazon. Et du coup, maintenant, on va parler d'un protocole qui s'appelle BB84. Et c'est la fin de la présentation, bientôt c'est l'avant-dernière slide. BB84, ça vous permet en fait d'échanger une clé symétrique de manière parfaitement sûre. Parfaitement sûre. C'est-à-dire que si vous arrivez à violer BB84, vous avez violé les lois de la physique quantique et c'est juste pas possible. Ok. Alors, comment ça marche? Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, si on fait passer de la lumière à travers un filtre polarisé, bon, bah, ça la laisse passer une fois sur deux. On peut changer ses probabilités, mais une fois sur deux, vous allez retenir ça. Alors, Alice, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va elle va générer des photons, okay, qui sont polarisés, soit vers le haut, soit vers le bas, par exemple. Okay, et elle va regarder leur polarisation avec une base de filtre qui est soit un filtre vertical et un filtre horizontal, soit un filtre incliné à 45 degrés et un autre filtre incliné à moins 45 degrés. Donc elle a deux types de filtres. Okay, et donc elle va se générer deux séquences. Elle va générer une séquence de photons qui sont polarisés dans un certain sens, haut ou bas, et elle va générer en parallèle une séquence de choix de base de filtres dans lequel elle va mesurer ces photons. Donc c'est soit les filtres horizontal et vertical, soit les filtres qui sont inclinés à 45 degrés. Donc elle a deux choses qu'elle garde pour l'instant secrètes. Ensuite, elle envoie tous ces photons à Bob sur ce qu'on appelle un canal quantique. C'est juste une fibre optique, hein, ça transmet ces photons. Elle les envoie à Bob. Bob, il les reçoit et il ne sait pas la polarisation des photons. Ça, Alice, elle le garde pour elle. Et il ne sait pas la base qu'elle a choisie. Donc lui, il va mesurer les photons qui arrivent avec une base qu'il choisit aléatoirement entre celle qui est verticale horizontale et celle qui est en diagonale. Et il enregistre ce qu'il a mesuré. À la fin de cet échange-là, Alice, elle va communiquer à Bob publiquement, il n'y a pas de problème à ça, le choix de base qu'elle a fait. Okay, ensuite, Bob, il va regarder ce qu'il avait mesuré et il va checker ce qu'il avait mesuré correctement ou pas. Parce que lui, il a choisi aléatoirement sa base, à chaque fois qu'il a reçu un photon pour la mesurer, et il va regarder les coups où il a choisi la même base que Alice, parce qu'il l'a fait sans le savoir au début. Et bien, comme je vous disais tout à l'heure, un coup sur deux, en fait, il va avoir choisi la bonne base, okay, et là où il n'a pas choisi la bonne base, eh ben, un coup sur deux, le photon il passe ou il ne passe pas. Donc en gros, il va avoir la moitié de ces photons qui vont être décodés correctement par rapport à ce que Alice avait envoyé. Ne vous inquiétez pas, c'est normal si vous êtes perdu. Hein. C'est pas facile à comprendre la première fois. Ensuite, ce qu'il fait, c'est que une fois qu'il a ça, bah, les endroits où il a choisi la bonne base par rapport à ce que Alice avait choisi initialement, il va prendre les photons qu'il a décodés avec ça, et ça va lui faire sa clé privée. Parce que ces photons-là, ils vont être soit haut, soit bas, enfin, soit vertical, soit horizontal dans leur polarisation. Donc finalement, ça revient à des bits classiques. Okay, et du coup, ben, il a une série de 1 et de 0 qui est la même que celle que Alice avait choisie. Okay, mais il en a perdu la moitié. Bon, c'est pas grave, il suffit d'envoyer 2 fois plus si tu veux une taille donnée. Et à partir de là, ben, il a une clé en fait, qui est partagée, une clé symétrique qui est partagée entre lui et Alice, sans qu'ils soient rencontrés, et sans qu'on puisse écouter ce canal. Alors justement, comment on peut savoir si on a écouté ou pas? Alors c'est là que c'est un peu tricky. Si on rajoute Eve qui veut écouter, bon, il y a un autre principe que je n'ai pas expliqué là, c'est que à chaque fois que vous mesurez l'état d'un système, bah, vous l'obligez à être dans un état ou un autre, mais avec la probabilité de l'état superposé initial. C'est-à-dire que si vous avez un état mélangé avec 25% de chance d'être vertical et 75% de chance d'être horizontal, quand vous le mesurez, ben vous avez 75% de chance qu'il soit horizontal. Okay, mais vous ne pouvez pas le savoir avant. Et ça, c'est un autre truc qui vient d'une autre expérience qui s'appelle les inégalités de Bell, vous allez regarder. Le photon, il n'a pas décidé avant. C'est au moment où on mesure qu'il y a un hasard fondamental, et on ne sait pas pourquoi, mais c'est un hasard fondamental qui fait qu'il va prendre une ou l'autre position avec les probabilités qu'on avait. Donc si Eve, elle essaye de mesurer, eh ben, elle ne connaît pas la base initialement qu'a choisi Alice, donc elle a un coup sur deux de se tromper de base. Si elle a choisi la bonne base, elle va décoder correctement la polarisation du photon. Si elle a la mauvaise base, elle va avoir 50% de chance d'avoir décodé correctement et 50% de chance d'avoir décodé mal. Donc au final, elle n'a que 25%, parce que c'est 1,5 de 1,5, elle n'a que 25% de chance d'avoir décodé correctement le photon. Et si elle le renvoie tel quel à Bob, Bob il va le recevoir, il va dire ok, bon, bah, il ne peut pas s'en rendre compte, il ne peut pas le savoir.
Ce qu'il va faire, Bob, c'est qu'ensuite, il va échanger avec Alice, de manière publique, un certain nombre de photons qui vont divulguer. Parce que je vous ai dit, initialement, la polarisation initiale des photons qu'envoie Alice, elle la garde secrète. Bob, il garde aussi secret son résultat de son côté, enfin la moitié de son résultat qu'il a reçu correct, après comparaison des bases. Là, ils vont carrément divulguer une partie des bits exprès, et ils peuvent générer des bits exprès pour ça, ils vont les divulguer, ils vont regarder. Si jamais, sur les endroits où ils étaient d'accord sur la base qui a été utilisée pour mesurer, il y a un bit qui n'est pas correct, qui n'est pas le même entre Alice et Bob, ils sont sûrs qu'il y a quelqu'un qui a écouté. Pourquoi? Parce que la personne entre les deux aura eu 75% de chance de se tromper. Et si elle se trompe, ils vont le voir. Et donc, il suffit que Alice et Bob divulguent un certain nombre de ces résultats de mesure de qubits, parce que ces photons, en fait, finalement, c'est des qubits, avant d'être mesurés. Et s'ils divulguent une cinquantaine de qubits, donc une cinquantaine de résultats de mesure des polarisations, il y a cette probabilité-là, pardon, je vais faire avec la flèche là, cette probabilité-là de découvrir que Eve a écouté. Pourquoi? Parce que Eve se trompe 75% des fois, et la probabilité que Eve se fasse pas avoir, se fasse pas découvrir, c'est l'événement contraire, donc c'est 1 moins 75% puissance n. Finalement, n, c'est le nombre de bits que vous allez divulguer. Il suffit d'en divulguer 50, et on est déjà à 99,99999% de chance d'avoir un bit qui n'est pas le même entre Alice et Bob quand ils auront comparé leurs résultats. Et donc là, vous êtes sûr qu'il y a quelqu'un qui a essayé d'écouter le canal. Et donc là, vous refaites l'échange de clés, et vous êtes sûr d'avoir une clé qui est intègre et que personne n'a manipulé ou même tenté d'écouter. Pourquoi c'est intéressant? Parce que maintenant, vous avez la possibilité d'envoyer finalement une clé dont vous êtes sûr de l'intégrité et que personne ne l'a écoutée. Vous pouvez faire une clé aussi longue que vous voulez, c'est ultra efficace parce que c'est des photons, ça passe dans des fibres optiques. Et c'est résistant aux erreurs, il suffit d'envoyer plus de bits. Et du coup, vous utilisez cette clé qui va être de la même taille que votre message et vous faites du Vernam. Vous faites un XOR avec votre message en clair et vous avez un cryptosystème qui est parfait. Alors que vous n'avez jamais rencontré la personne. Il est parfait en confidentialité et il est parfait en termes d'interception, enfin d'empêchement de l'interception. C'est quand même super compliqué ce que je viens de raconter. C'est difficile de condenser ça en 30 minutes. J'ai sauté plein de choses. J'aurais pu vous parler de comment le théorème de Pythagore sert. Il y a beaucoup de gens qui disent « mais on s'en fout, le théorème de Pythagore, on en fait au lycée, on ne l'utilisera plus jamais ». En fait, si, ça sert vachement. Mais voilà, j'ai encore perdu la présentation, mais c'était le dernier slide, donc tout va bien. Combien de vous ont été complètement perdus par cette presse? N'hésitez pas à lever les mains, c'est fait exprès en fait. L'idée, c'était un peu de vous introduire ces concepts-là et vous donner envie d'aller chercher à propos de ça. Vous aurez les slides, et donc dans ces slides, vous aurez une référence à une chaîne YouTube qui s'appelle 3 Blue, 1 Brown. Si vous ne connaissez pas, elle est super bien cette chaîne YouTube, et le mec il explique super bien. Et j'ai pris pas mal de schémas de sa vidéo, donc allez regarder. Je pense que vous en avez pour 2-3 mois à étudier le truc, parce que vous avez posé plein de questions. Mais au moins, vous savez ce que c'est que BB84. Et je finirai sur le fait qu'il y a un autre protocole d'échange de clés qui s'appelle E91, qui utilise l'intrication quantique. Et j'ai fait exprès de ne pas parler de calcul quantique, d'ordinateur quantique, d'algorithme quantique, etc., juste parce que tout le monde parle de ça, et les gens parlent rarement de ça. Et donc E91, ça utilise l'intrication quantique aussi pour échanger des clés. Ça ne marche pas pareil, mais le but, c'est d'arriver à un moment où, pour que Eve puisse écouter le canal sans que personne ne s'en rende compte, elle est obligée de violer une loi physique. Et c'est là la différence fondamentale, et c'est ça que vous devez retenir avec la crypto classique qu'on a aujourd'hui. Voilà, voilà. Merci. Ouais. Ah oui, pardon. Vas-y. Je t'écoute. C'était juste pour savoir si éventuellement la technologie, donc du coup BB84... je suis désolé si vous pouvez faire moins de bruit parce que j'entends pas sa question. Merci. Alors je disais, est-ce que éventuellement la technologie est utilisée aujourd'hui dans le monde? Je sais qu'il y a un satellite chinois qui utilise des méthodes de communication quantique justement. Ça utilise ça. Voilà, qui se base sur une méthodologie inviolable où dès qu'il y a une interférence, en fait, le signal est coupé. Donc c'était pour savoir, est-ce que c'est utilisé aujourd'hui vraiment dans certains domaines ou est-ce que ça reste vraiment particulier à ce type, à des domaines type défense ou... je pense que ça reste limité à des applications de défense. On ne sait pas évidemment leur état d'avancement, mais aujourd'hui, il y a des expériences publiques qui ont consisté à transmettre
des photons et même des photons intriqués sur plusieurs kilomètres avec des fibres optiques. Bon, ça utilise la techno classique qui est disponible aujourd'hui, mais c'est quand même pas mal sensible au bruit. Voilà, le truc satellitaire, là, c'est aussi de la transmission qui utilise le même protocole. Je n'ai pas regardé en détail ce qu'il faisait, mais ouais, il y a des gens qui commencent à l'utiliser et ça va se démocratiser plus. Pour l'instant, tout le monde est au taquet sur le calcul quantique, sur l'ordinateur quantique. Ouais. Mais ça, on peut déjà l'utiliser en fait. Alors que l'ordinateur quantique, c'est un problème d'ingénierie aujourd'hui, il n'est pas encore là. Ouais, j'ai vu sur du coup, le satellite, j'avais pas la référence, je savais pas que c'était ce protocole-là entre guillemets qui était utilisé, mais du coup là, j'ai ça s'appelle QKD pour Quantum Key. J'ai oublié le D, c'est pas derivation, ouais, ça doit être derivation. Okay. Ouais. J'ai vu ça, c'était très intéressant et du coup tu réponds à ma question. Merci. Je t'en prie. Du coup, vous avez dit que pour augmenter la difficulté, on augmente le nombre de bits. C'est quoi le nombre de bits conseillé qui est conseillé pour avoir un niveau de sécurité optimal? Alors, c'est pas exactement comme ça qu'on voit le truc. C'est pas un nombre de bits qui te permet d'avoir une sécurité optimale. La sécurité, tu l'as déjà, dès le premier bit que tu envoies. En fait, c'est le nombre de bits dont tu as besoin pour détecter que quelqu'un a essayé d'écouter. Et là, une 50aine de bits, ça suffit. Ce qui est peu, finalement. C'est parce que, justement, on profite que c'est 75%, donc 3 quarts, puissance n, et ça converge très vite vers 0. Voilà. Okay. Merci. Je t'en prie. Moi, du coup, je n'ai peut-être pas compris, mais du coup, pourquoi faire du cloud? Pourquoi avoir créé une boîte dans le cloud alors que tu as l'air super calé en cryptographie, en fait? Ouais, je suis diplômé en cryptographie, mais aujourd'hui, combien de gens arrivent à se nourrir avec la cryptographie? D'accord. Non mais oui, mais si tu veux, j'ai fait du pentest, j'ai fait de l'audit de code, l'audit de configuration, ensuite j'ai fait de la GRC, j'ai fait de l'analyse de risque, des trucs purement organisationnels qui font chez tout le monde, où on fait de l'Excel. Et ouais, mais c'est là que se trouvent les sous aujourd'hui. Et donc quand tu veux lancer une boîte avec aucun investisseur en seed et que tu veux garder ton indépendance, ce que tu fais, c'est que tu fais du service là où tu as la chance de pouvoir avoir de la valeur ajoutée et que tes clients te payent cher pour bootstrapper ton truc. Et donc oui, on a des skills dans des trucs qui sont assez niches, comme ça, mais notre ambition, c'est justement de se donner les sous pour développer ces skills-là comme on veut, et sans avoir un investisseur qui va nous dicter ce qu'on fait. Okay. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui Axiom commence là-dessus, et dans le futur, j'espère que Axiom se développera bien et qu'on aura plein de sous à dumper dans de la R&D sur de la physique quantique dont on ne sait pas s'il va y avoir une application. Ok, d'accord. Merci. Je t'en prie. D'autres questions? N'hésitez pas si vous voulez revenir sur des principes particuliers. C'est good. On va passer à la prochaine. C'est tout bon? Bon, merci à tous et à toutes.